Michel Gurfinkel, bonjour. Boker Tov et Chag Sameach. Chag Sameach. Merci d'être venu dans notre studio en cette fête de Pessah. Nous allons parler, puisque nous sommes sortis d'Égypte hier, eh bien, nous allons parler de l'Égypte et en particulier des accords de paix entre Israël et l'Égypte dont on a fêté le 40e anniversaire. C'était le 26 mars, si je ne m'abuse, très exactement en 1979. Donc il y a 50 ans, presque jour pour jour, qu'ont été signés ces accords de paix entre Menachem Begin, Anwar el-Sadat et le président américain Jimmy Carter. Alors, je voudrais que nous revenions sur cette période et sur, bien entendu, cette visite qui a provoqué le déclenchement, qui a provoqué l'ouverture et la possibilité de négocier entre Israël et l'Égypte à ces accords de paix. Cette visite d'Anwar el-Sadat en 1977, en novembre 1977. Vous étiez à l'aéroport. J'étais à l'aéroport. Vous étiez à l'aéroport. J'étais à l'aéroport. Est-ce que finalement, il fallait, pour conclure un accord de paix de cette envergure, il fallait la trempe d'un leader tel que Anwar el-Sadat, d'un homme qui avait déjà, on va dire, réussi à laver l'affront de 67 en 73 avec la guerre de Kippour, et qui a eu ce courage également donc de venir en Israël. Oui, c'est incontestable. Il est incontestable que Anwar el-Sadat était un homme d'État tout à fait exceptionnel, que je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'hommes d'État arabes qui puissent lui être comparés. Il est incontestable aussi que le fait d'avoir remporté des succès initiaux pendant la guerre du Kippour a été un élément extrêmement important. Dans le monde arabe et en Égypte, la guerre du Kippour, qu'on appelle la guerre du Ramadan, est présentée comme une victoire écrasante des Arabes et de l'Égypte. Oui. Les militaires israéliens sont d'ailleurs égyptiens sont élevés dans l'idée qu'ils ont remporté une victoire en 1973. C'est seulement à partir du rang, on va dire, de l'état-major qu'ils apprennent la réalité. Oui. Et je sais qu'il y a eu plusieurs ambassadeurs ou diplomates israéliens en Égypte qui se sont inquiétés de cette pratique égyptienne. Mais enfin, en ce qui concerne Anwar el-Sadat, il est très clair que, auréolé du prestige de ce qui passait dans le monde arabe pour une victoire, il a pu prendre le risque politique de se rendre à Jérusalem. Alors, puisqu'on parle d'un leadership hors norme du côté égyptien, on doit aussi quand même rendre hommage à Menachem Begin, qui lui aussi a été un leader israélien de première dimension, et qui, lui, a totalement, on va dire, modifié son approche. C'est-à-dire la fameuse phrase de Sharon dans laquelle « ce que l'on voit d'ici, on ne le voit pas de là-bas », on peut l'appliquer à Menachem Begin, qui, jusqu'à son arrivée au poste de Premier ministre en mai 1977, eh bien, est considéré comme, on va dire, une personnalité presque va-t-en-guerre. Et c'est la raison pour laquelle même le parti La Paix maintenant est créé à ce moment-là. Et pourtant, tout de suite après, donc quelques semaines, quelques mois après, il y a cette arrivée d'Anwar el-Sadat et la reconnaissance par Menachem Begin d'une nécessité de conclure un accord de paix qui restitue le Sinaï aux Égyptiens. Il faut bien comprendre quelle est la situation en 1977. En 1977, Carter est arrivé au pouvoir aux États-Unis. Il est président depuis janvier 1977. Et il y a deux faits que ni les Israéliens ni les Égyptiens ne peuvent, en quelque sorte, négliger. Le premier fait, c'est qu'ils se rendent bien compte que Carter est en train d'abandonner le Shah d'Iran. Mmh. Quand on pense à quel point l'Iran avait été érigé en allié privilégié des États-Unis les années précédentes, c'était un signal extrêmement inquiétant oui. pour tous les pays qui étaient proches
des États-Unis. Ensuite, le deuxième facteur, c'est que en septembre, enfin je crois en août ou septembre de l'année 1977, Carter, qui avait, rappelez-vous, dit que les États-Unis devaient surmonter leur peur irrationnelle du communisme, Carter propose en réalité de repartir à zéro avec les soviétiques pour le processus de paix global au Moyen-Orient. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour Israël. Je dirais même que ça peut être... Carter est déjà considéré à l'époque comme un président, on va dire, de la gauche américaine. Pas encore. Oui. Mais disons que beaucoup de gens ont encore des illusions sur Carter. Il est certain que sa politique internationale est une politique internationale qui va se situer très à gauche et en rupture complète avec la politique des administrations Nixon, Ford, Kissinger. Et donc, pour Israël, c'est la menace d'une révision absolument drastique de la politique américaine et donc l'abandon du soutien des États-Unis à Israël et le retour à une position de neutralité extrêmement peu favorable à Israël, qui avait été la première position officielle des États-Unis dans les années 50 et au début des années 60. Donc, c'est vraiment très dangereux pour les Israéliens. Mais pour les Égyptiens, c'est tout aussi dangereux. Parce que qu'a fait Sadat ? Sadat est l'homme qui, dès qu'il arrive au pouvoir, renvoie les conseillers soviétiques. Oui. Ensuite, il les rappelle parce qu'il a besoin d'eux pour faire la guerre du Kippour, mais ensuite, il les renvoie à nouveau. Oui. Et donc, c'est l'homme qui, avec Kissinger, avait misé totalement sur les États-Unis. Or, que font et abandonné complètement son lien avec les Soviétiques. Or, en disant, nous allons refaire une conférence avec les Soviétiques, Carter, en fait, donne un véritable camouflet à Sadat. C'est-à-dire qu'il renverse toute la stratégie sur laquelle Sadat s'était appuyé jusqu'à présent. Donc, on peut dire que les deux hommes sont devant un problème existentiel. Ils savent que Carter est en train de les trahir l'un et l'autre et de les livrer à ce qui, pour l'un et pour l'autre, est quand même la puissance antagoniste numéro 1, c'est-à-dire l'Union soviétique. Et ils décident à ce moment-là, et c'est très courageux de la part de Sadat, mais très courageux aussi de la part de Begin, ils décident l'un et l'autre de faire front ensemble contre les pressions de Carter. Ils font lorsque Sadat prononce son fameux discours et dit qu'il va aller à Jérusalem, il saisit de surprise toute l'administration américaine, le département d'État. Personne ne s'attendait à quelque chose de ce type. Et le jeu a été redistribué. Ensuite, Carter a récupéré le jeu. Il s'est présenté comme le médiateur de Camp David, ce qu'il a été dans une certaine mesure. Il y a eu beaucoup de difficultés pour arriver à un accord entre les Israéliens et les Égyptiens. Pourquoi ? Parce que lorsque, en septembre, en réalité tout s'est joué en septembre, il y a eu des contacts secrets entre Dayan, qui était le ministre des Affaires étrangères, et son homologue égyptien. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que tout a été défini. Dès ce moment-là, les Israéliens savaient qu'ils... Alors c'est très intéressant ce que vous nous dites, parce que, vu sous ce prisme-là, eh bien 40 ans plus tard, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est quasiment dans le même cas de figure. C'est-à-dire qu'il y a toujours les mêmes intérêts communs entre l'Égypte et Israël face à une menace iranienne aujourd'hui. C'est le même cas de figure, c'est le même. On est toujours dans les mêmes paramètres. On est dans des paramètres qui sont, disons, qui peuvent ressembler à ceux qui existaient il y a 40 ans.
Bien qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec sous l'ère Trump, on ne peut pas comparer Trump et Carter. On ne peut pas comparer les choses, mais il est vrai que, par exemple, les Russes sont revenus dans la région. Il est vrai que... C'est surtout face à la menace iranienne. Alors, face à la menace iranienne, certainement. Mais il y a une deuxième menace pour l'Égypte, c'est la menace des frères musulmans. Oui. Et ça, c'est une menace qui pèse aussi bien sur les Égyptiens que sur les Israéliens. Oui. Finalement, l'essentiel de ce qu'on appelle l'aile militante du mouvement palestinien est frères musulmans aujourd'hui. Sur Hamas. Voilà. Aussi bien d'ailleurs à Gaza, en Cisjordanie, que chez les Arabes israéliens. Donc c'est un ennemi pour tout le monde. Il y a aussi un grand changement qui s'est produit, c'est que non pas en Égypte malheureusement, mais dans les pays de la péninsule arabique et du Golfe, on voit apparaître une génération nouvelle de leaders qui ont une approche tout à fait nouvelle vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire qui croient profondément à la possibilité d'une complémentarité très importante entre Israël et leur pays pour le développement général de la région. Et qui pensent que l'on peut régler le conflit israélo-palestinien en réglant avant tout le conflit israélo-arabe, c'est-à-dire en essayant de former des alliances régionales. En tout cas, ce milieu dans le monde arabe, qui est plus ou moins au pouvoir dans la plupart des Émirats et en Arabie Saoudite, actuellement, en tout cas, ce milieu est convaincu qu'il faut trouver un moyen de sortir de l'impasse palestinienne. Et ils sont prêts en réalité à faire des pressions considérables sur les Palestiniens pour leur faire accepter un deal qu'ils jugeront, eux, Arabes du Golfe et d'Arabie Saoudite, beaucoup plus acceptable pour tout le monde. Alors, je voudrais nous ramener à notre période. On vient de vivre une période électorale, une réélection pour la 5e fois de Binyamin Netanyahou. Et je voudrais savoir si vous pensez qu'effectivement, quelque part, dans les pays du Golfe Persique, dans les pays arabes modérés, bien, on a et même en Égypte, on a poussé un ouf de soulagement lorsque l'on a appris que Binyamin Netanyahou était réélu. Absolument, pour deux raisons. La première, c'est que tous les dirigeants de la péninsule arabique, d'Arabie Saoudite et des pays arabes modérés connaissent Netanyahou. Ils savent exactement comment Netanyahou fonctionne. Ils savent que Netanyahou est un homme qui est capable de livrer la marchandise, c'est-à-dire de tenir parole sur les choses essentielles. Ils savent que Netanyahou est un homme qui maintenant a acquis l'expérience, qui a acquis la vision de longue durée, qui sait parler aussi bien à Trump qu'à Poutine. Oui. Donc tout ça est extrêmement important et il faut bien comprendre que dans la psychologie des dirigeants arabes, ce qui fait peur, c'est l'imprévu. Et ce qui rassure, c'est la stabilité. Donc, ils sont rassurés, ils ont parié d'une façon ou d'une autre, ils ont parié sur Israël. Ils ne peuvent pas savoir ce qui va se passer avec d'autres dirigeants israéliens. Je suis absolument persuadé qu'en réalité, les Arabes du Golfe et d'Arabie Saoudite, les Arabes d'Égypte et probablement ceux même d'autres pays comme le Maroc se méfiaient terriblement d'une arrivée au pouvoir d'un gouvernement de centre-gauche parce qu'on voyait trop que cette tendance politique de centre-gauche était inféodée à toutes sortes de lobbies de la paix derrière lesquels il y a une partie du judaïsme américain, derrière lesquels il y a le département d'État, derrière lesquels il y a les démocrates aux États-Unis. Donc toutes sortes de gens qui sont considérés aujourd'hui comme n'étant plus fiables. Alors, un mot peut-être sur le phénomène Netanyahou, sur la personnalité de Binyamin Netanyahou. Vous êtes un observateur avisé et de longue date de ce qui se passe ici au Proche-Orient. Quel regard vous portez sur Binyamin Netanyahou, sur cette étonnante longévité politique, puisqu'il va battre probablement le record de longévité au poste de Premier ministre de David Ben Gourion, et sur cette capacité justement à murmurer aux oreilles des grands leaders de ce monde?
Je pense que Netanyahou est une personnalité politique absolument exceptionnelle. Il y a très peu de personnalités de cette envergure dans une génération et même, je dirais, dans un siècle, dans un demi-siècle. Israël n'en a pas eu beaucoup. En 2 mots, qu'est-ce qu'on peut dire de Netanyahou ? On peut dire que Qu'est-ce qui le rend si exceptionnel ? Qu'est-ce qui le rend si exceptionnel ? D'abord, je crois, son histoire personnelle, à plusieurs titres, le rend exceptionnel. Netanyahou était, avant l'heure, le type même de ce qu'on pourrait appeler l'israélo-américain. On parle beaucoup aujourd'hui d'une espèce de fusion entre les élites israéliennes et le monde américain. Ça peut se faire aujourd'hui à travers des activités comme le high-tech, la science, les affaires militaires et de sécurité. Disons que ce genre de relation privilégiée a commencé à s'installer dans les années 60, est devenu très important à partir des années 70, mais le fait qu'il y ait une véritable osmose entre les cerveaux américains et israéliens sur le plan politique, on peut dire que ce fait-là, par rapport à ce fait-là, Netanyahou a été un précurseur. Il a été un précurseur de manière tout à fait naturelle. Pourquoi ? Parce qu'il est israélien, il est né israélien, il a fait son service militaire en Israël comme son frère Yoni. Mais il a reçu une éducation. Mais il a reçu une éducation américaine puisque son père, le grand universitaire, historien des Maranes et de l'Espagne, enfin des Juifs dans l'Espagne médiévale, Ben-Sion Netanyahou, avait reçu un poste universitaire aux États-Unis. Et il a fait éduquer ses enfants dans le meilleur de l'éducation juive et israélienne et en même temps le meilleur de l'éducation américaine. Donc, on va dire que Netanyahou est de manière naturelle, c'est pas un Israélien qui a appris à travailler avec les Américains, c'est quelqu'un qui a les 2 cerveaux, le cerveau israélien et le cerveau américain dans la même tête. C'est quelqu'un qui, en anglais, va s'exprimer non seulement dans un bon anglais, mais va s'exprimer en comprenant, je dirais, toute la mythologie sous-jacente au discours politique américain. Donc, ça a été son premier atout, un atout extrêmement important. Je dirais ensuite que, tout simplement, c'est un homme extrêmement intelligent, d'une intelligence et en particulier d'une intelligence politique tout à fait exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas unidimensionnel, il est pluridimensionnel, il sait jouer une partie d'échecs avec un nombre considérable de tours d'avance. Tout ceci, c'est un don naturel que l'on a, que l'on n'a pas. Ce n'est pas un hasard s'il a été, me semble-t-il, le plus jeune Premier ministre israélien quand il a été élu Premier ministre pour la première fois en 1996. Et enfin, c'est quelqu'un, et ça aussi, on l'a ou on ne l'a pas, c'est quelqu'un qui, du seul fait qu'il a été au pouvoir très longtemps, a fini par acquérir une expérience et un usage du monde que peu de gens, ou sinon on peut même dire personne, n'a actuellement en Israël. Il est certain que si un autre Premier ministre avait été désigné à l'issue des élections qui viennent de se dérouler, ou si demain quelqu'un doit succéder à Netanyahou, cette personne, d'une manière ou d'une autre, devra réapprendre le métier, devra acquérir une expérience extrêmement diverse dans ses relations avec les dirigeants étrangers, dans le maniement de la politique intérieure israélienne, dans la gestion de crises extrêmement importantes, y compris de guerre. Donc, nous avons une personnalité qui, en quelque sorte, génétiquement était très forte, mais qui bénéficie en plus de la patine énorme qu'apporte une très longue expérience politique.
Eh bien, Michel Gurfinkel, merci beaucoup. C'était très intéressant de vous entendre, de revenir en arrière jusqu'il y a 40 ans, donc avec les prémices de cet accord de paix entre Israël et l'Égypte. C'est l'occasion d'en parler donc à l'occasion de la fête de Pessah et de nous parler de Binyamin Netanyahou et de cette victoire, de cinquième victoire électorale. Binyamin Netanyahou qui est donc en train de tenter de former cette coalition gouvernementale. Merci beaucoup, Michel, d'être venu dans notre studio en cette fête de Pessah et Chag Sameach. Au revoir, Daniel.